Un homme aide une dame à réparer sa voiture en panne, jusqu'à ce qu'elle voie son tatouage. Madame Françoise serrait le volant à pleine main, tandis que le moteur de sa 2CV rouge tout sautait et rendait l'âme sur le bas-côté de l'autoroute A6. L'homme en débardeur noir qui s'était arrêté pour l'aider avait les mains calleuses de quelqu'un habitué au travail dur. Et lorsqu'il se pencha pour examiner le moteur, elle aperçut le tatouage d'aigle sur son bras avec le prénom Philippe. Écrit en dessous. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il, remarquant qu'elle avait pâli. Françoise ne pouvait détacher son regard de ce tatouage. Cet aigle, ce prénom, c'était impossible. Pourtant, il était là, identique au dessin que son fils Philippe avait réalisé avant de disparaître 30 ans plus tôt. « Comment vous appelez-vous » parvint-elle à demander, la voix tremblante. « Laurent, madame, Laurent Dupont » répondit-il, intrigué par sa réaction. Françoise sentit ses jambes flageoler. Laurent était le nom du meilleur ami de Philippe, celui qui avait disparu avec lui cette nuit de décembre 1994. Mais cet homme semblait trop âgé pour être le Laurent qu'elle avait connu. « Ce tatouage » commença-t-elle. Mais Laurent s'était déjà remis au moteur. « C'est vieux, je l'ai fait gamin. Une promesse idiote, entre potes, » dit-il sans la regarder, concentré sur les fils du distributeur. « Cher auditeur, si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, poursuivons. » Françoise observa mieux l'homme, les cheveux grisonnants, les rides profondes. Autour des yeux, la barbe clairsemée. Était-ce possible? Elle sortit son téléphone de sa poche d'une main tremblante et chercha une vieille photo qu'elle gardait toujours dans sa galerie. Philippe et Laurent, bras dessus, bras dessous, souriant à l'objectif lors de leur dernier Noël ensemble. « Vous connaissez un Philippe Martin » hasarda-t-elle. Laurent interrompit son geste. Pendant une seconde, juste une seconde, elle vit quelque chose passer dans son regard. Peur? Surprise? Douleur? Mais il se remit aussitôt à manipuler les câbles. « Prénom courant, madame. Il doit y avoir des milliers de Philippe Martin. » Mais Françoise remarqua que ses mains tremblaient en reconnectant les fils de la batterie. Elle connaissait ce tremblement. C'était le même qui la saisissait chaque fois qu'on mentionnait son fils. La 2CV reprit vie, ronronnant comme un chat satisfait. Laurent s'essuya les mains sur un chiffon et rangea ses outils. Françoise savait qu'il ne lui restait que quelques minutes avant son départ, peut-être définitif. « Mon fils s'appelait Philippe Martin », déclara-t-elle, guettant chaque réaction. « Il a disparu il y a 30 ans avec son meilleur ami Laurent Dupont. » Les outils lui échappèrent des mains, s'éparpillant sur l'asphalte brûlant. Un instant, aucun des deux ne bougea. Le soleil tapait sans pitié sur l'autoroute, et seul le ronflement irrégulier de la 2CV et le vrombissement des voitures rompaient le silence. « Vous devez vous tromper », finit par dire Laurent en se baissant pour ramasser ses outils. « Je ne connais aucun Philippe Martin, mais Françoise avait vu. Vu la larme qu'il avait tenté de cacher, vu ses épaules, s'affaisser vu la douleur qu'il portait. 30 ans de secrets étaient sur le point d'éclater là, sur ce bas-côté poussiéreux d'autoroute. « Laurent » l'appela-t-elle, et ce n'était plus une question cette fois. « Je sais que c'est vous. Une mère n'oublie jamais les amis de son fils. » Il s'immobilisa, lui tournant le dos, la boîte à outils à la main. Le silence s'éternisa, lourd comme du plomb. Quand il se retourna enfin, ses yeux étaient rougis. « Madame Françoise » Sa voix était rauque, brisée. « Vous n'auriez pas dû être ici, pas dû me retrouver. »« Où est Philippe » demanda-t-elle en s'approchant. « S'il vous plaît, je dois savoir. 30 ans, Laurent. 30 ans sans savoir si mon fils est vivant ou... »« Il est vivant, » répondit Laurent précipitamment. « Il est vivant, mais... Mais quoi? Où est-il? Pourquoi avez-vous disparu? Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu ?» Laurent regarda la route, comme s'il pesait ses options. Françoise pouvait voir le conflit sur son visage, la bataille entre garder le secret et dire la vérité. « C'est compliqué, Madame Françoise, très compliqué. Il y a des choses qui se sont passées cette nuit-là et qui ont tout changé. » « Quelles choses? Laurent, je vous en prie, je suis une vieille femme, j'ai passé 30 ans à me demander ce qui était arrivé, à croire que mon fils était mort. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre sans savoir. »« Ah si, je sais, » répondit-il avec amertume. « Moi aussi j'ai une mère, Madame Françoise, et elle a dû souffrir aussi. » Françoise se rapprocha. Elle pouvait voir maintenant les cicatrices sur son visage, des marques que le temps n'avait pas effacées. « Alors racontez-moi, s'il vous plaît, tout est mieux que l'ignorance. »
Laurent soupira profondément. Il regarda autour de lui, comme pour vérifier que personne n'écoutait. L'autoroute était relativement déserte à cet endroit. Seuls quelques camions occasionnels passaient en soulevant de la poussière. « Je ne peux pas en parler ici, dit-il finalement. Ce n'est pas sûr. »« Sûr ?» ?»« Laurent, de quoi parlez-vous ? » ?»« Madame Françoise, vous croyez que 2 jeunes hommes de 20 ans disparaissent juste comme ça? Vous pensez qu'on s'est caché pendant 30 ans pour s'amuser ?» Françoise sentit un frisson dans le dos. Toutes ces années, elle avait imaginé 1000 scénarios. Des accidents, des bagarres, même l'idée qu'ils avaient pu fuir pour tenter leur chance ailleurs. Mais le ton de Laurent suggérait quelque chose de bien plus grave. « Vous êtes en danger? Philippe est en danger ?»« Plus maintenant, » dit Laurent. « Du moins, nous le pensions. Mais si vous m'avez reconnu, d'autres pourraient aussi. »« Quels autres? » ?»« Laurent, vous me faites peur. » Il passa une main sur son visage, un geste las de quelqu'un qui porte un fardeau depuis trop longtemps. « Il y a un endroit, dit-il enfin, un restaurant à l'entrée de Lyon, chez Marcel, vous connaissez ?» Françoise hocha la tête. C'était un endroit simple, fréquenté surtout par des routiers. « Retrouvez-moi là-bas demain, à midi. Venez seul. Et Madame Françoise, il hésita, ne dites à personne que vous m'avez rencontré, à personne. Mais Laurent, s'il vous plaît, pour Philippe, si vous voulez vraiment retrouver votre fils, vous devez me faire confiance. » Il commença à s'éloigner, mais Françoise lui attrapa le bras. Ses doigts effleurèrent le tatouage de l'aigle, et elle sentit Laurent se raidir. Ce tatouage, Philippe l'a dessiné, n'est-ce pas? Il a toujours été doué en dessin. Laurent regarda son propre bras, comme s'il voyait le tatouage pour la première fois depuis des années. C'était son dernier dessin avant de... Il s'interrompit. On l'a fait ensemble, lui et moi, pour sceller une promesse. Quelle promesse? De se protéger l'un l'autre, quoi qu'il arrive, dit Laurent avec un rire sans joie. On était jeunes, on croyait que le monde était simple. Et vous l'avez tenu, cette promesse? Laurent croisa son regard pour la première fois depuis qu'elle avait mentionné Philippe. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Françoise, jusqu'à aujourd'hui. Il partit vers son camion, un Renault Master bleu délavé qui avait connu des jours meilleurs. Françoise resta immobile sur le bas-côté, le regardant s'éloigner, le cœur battant. 30 ans de questions et maintenant, enfin, quelques réponses semblaient à portée de main. Mais quelles réponses? Que s'était-il passé cette nuit de décembre qui avait tout changé? Et surtout, où était Philippe maintenant? Françoise monta dans la 2CV, les mains encore tremblantes. La voiture fonctionnait parfaitement maintenant, comme si Laurent avait un toucher magique. Ou peut-être était-ce simplement l'habitude de s'occuper de vieilles voitures, cachées Dieu sait où. Sur le chemin du retour vers Orléans, Françoise ne pouvait s'empêcher de penser. Laurent Dupont était vivant. Après 30 ans, elle avait trouvé une piste. Et Philippe était vivant aussi. Cette seule information valait toutes ces années d'angoisse. Mais pourquoi n'était-il pas revenu? Qu'est-ce qui les avait maintenus cachés si longtemps? En arrivant chez elle, Françoise se dirigea droit vers la chambre qu'elle avait gardée exactement comme Philippe l'avait laissée. Les posters de groupes de rock français, les livres de prépa empilés sur le bureau, la guitare dans le coin, tout recouvert d'une fine couche de poussière qu'elle nettoyait religieusement chaque semaine. Au mur, des dessins. Philippe dessinait toujours. Des paysages, des portraits et des aigles. Plusieurs aigles, dans différentes poses et styles. Mais un en particulier attira son attention. Il était identique au tatouage de Laurent, avec les ailes déployées et les serres tendues. En dessous, une date, 15-12-1994, 3 jours avant la disparition. Françoise prit le dessin, remarquant pour la première fois quelque chose écrit au verso de l'écriture de Philippe. Quand l'aigle s'envole, le destin le suit. Quand 2 s'envolent ensemble, rien ne peut les arrêter. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce juste de la poésie adolescente ou y avait-il plus? Elle alla à la cuisine et prépara un café fort. Ce serait une longue nuit. Elle commença à fouiller des boîtes de photos et de vieux documents, cherchant quoi que ce soit qui aurait pu passer inaperçu à l'époque. C'est alors qu'elle trouva une coupure de journal de janvier 1995, un mois après la disparition. Le titre parlait d'un incendie dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. 2 victimes non identifiées. À l'époque, Françoise avait lu l'article le cœur serré, craignant que ce soit Philippe et Laurent. Mais l'enquête avait conclu que les victimes étaient aux plus âgés, probablement des sans-abri.
Maintenant, en relisant l'article avec un regard neuf, quelque chose attira son attention. L'entrepôt appartenait à Construction Lefebvre, l'entreprise du père de Gérard Lefebvre. Gérard avait été camarade de classe de Philippe et Laurent au lycée, mais ils n'avaient jamais été proches. Au contraire, Françoise se souvenait que Philippe se plaignait que Gérard les harcelait, les provoquait. Était-ce une coïncidence? Que l'incendie ait eu lieu si près de la disparition des garçons. Le téléphone sonna, tirant Françoise de ses pensées. C'était sa sœur, Claire. « Françoise, tu es bien arrivée? J'étais inquiète, tu es partie si soudainement. » Françoise était allée rendre visite à sa sœur à Paris et rentrait quand la voiture était tombée en panne. Maintenant, cela semblait être le destin. « Oui, Cla, tout va bien. »« Tu es sûre ?» Ta voix est étrange. Françoise hésita. Laurent lui avait demandé de ne rien dire à personne, mais Claire était sa sœur, sa confidente de toujours. « Cla » commença-t-elle, mais elle se souvint alors du ton de Laurent, de la peur dans ses yeux. « Je suis juste fatiguée. Le voyage était long. »« Repose-toi alors. Appelle-moi si besoin, d'accord ?» En raccrochant, Françoise se sentit plus seule que jamais. Pour la première fois en 30 ans, elle avait une piste sur son fils, mais ne pouvait en parler à personne. Elle passa le reste de la nuit à revoir des photos, des lettres, tout ce qui pouvait donner d'autres indices. Elle trouva une photo de Philippe avec Laurent et d'autres amis à une fête de la Saint-Jean, 6 mois avant la disparition. Tous souriants, insouciants. À l'arrière-plan de la photo, floue mais reconnaissable, se trouvait Gérard Lefebvre. Il ne souriait pas. À 3 heures du matin, épuisée, Françoise alla enfin se coucher. Mais le sommeil ne vint pas. Son esprit ne cessait de traiter les informations. Laurent vivant, Philippe vivant, caché pendant 30 ans. Danger, secret. Que s'était-il passé cette nuit de décembre? Le lendemain matin, Françoise se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle prit son café, choisit soigneusement une tenue discrète et vérifia l'adresse du restaurant. Chez Marcel, à l'entrée de Lyon. Elle connaissait l'endroit, y était arrêtée quelques fois au fil des ans. Le trajet d'Orléans à Lyon prenait environ 1h30. Françoise partit tôt, voulant arriver à l'heure. En chemin, 1000 scénarios lui traversèrent à l'esprit. Comment serait-ce de revoir Philippe? Avait-il une famille? Des enfants? Où vivait-il? Pourquoi Laurent semblait-il si effrayé? Elle arriva au restaurant à 11h30. L'endroit était comme toujours, simple, propre, avec une odeur de poisson frit et d'épices maison. Elle choisit une table au fond, d'où elle pouvait voir l'entrée et commanda un café. Midi pile, Laurent entra. Il avait troqué son débardeur pour une chemise à manches longues qui cachait ses tatouages. Il jeta un regard circulaire avant de s'approcher de la table. « Vous êtes venu seul ?» demanda-t-il avant même de s'asseoir. « Oui. »« Laurent, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. » Il s'assit, commanda un café à la serveuse et attendit qu'elle s'éloigne. « Madame Françoise, avant toute chose, il faut que vous compreniez une chose. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger les gens que nous aimons. Philippe pensait surtout à vous. Protéger de quoi? Laurent, vous aviez 20... Tchanch, qu'est-ce que 2 gamins pouvaient bien avoir fait de si grave? Laurent eut un rire amer. On n'a rien fait, Madame Françoise. C'était ça le problème. On était au mauvais endroit, au mauvais moment, et on a vu quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Françoise sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que vous avez vu? Laurent regarda autour de lui à nouveau, baissa la voix. Vous vous souvenez de Gérard Lefebvre? Le fils du patron de l'entreprise de construction. Je m'en souviens, il étudiait avec vous. Exact. Mais Gérard n'était pas juste le fiston à papa riche qu'on croyait. Il était mêlé à des affaires louches, Madame Françoise. Des affaires très louches. Quel genre d'affaires? La nuit où on a disparu, Philippe et moi, on rentrait d'une fête. On a coupé par l'ancien entrepôt de l'entreprise parce que c'était un raccourci. Sauf que l'entrepôt n'était pas vide. Laurent marqua une pause, but une gorgée de café. Françoise voyait bien que revivre cette nuit lui était douloureux. Gérard était là avec d'autres types. Ils avaient... Laurent hésita. Ils avaient quelqu'un. Ils le torturaient. Voulèrent des infos sur je ne sais quoi. Quand ils nous ont vus... Mon Dieu, murmura Françoise en portant la main à sa bouche. Ils nous ont poursuivis. Philippe et moi, on a couru, on s'est séparés pour les semer. On avait convenu de se retrouver à la gare routière. On allait prendre le premier bus pour n'importe où, attendre que les choses se calment et revenir pour tout dénoncer.
Mais vous n'êtes pas revenu? On n'a pas pu. Le lendemain, l'entrepôt a pris feu, avec 2 personnes à l'intérieur. Les journaux disaient que c'était des SDF, mais Madame Françoise... Laurent baissa encore plus la voix. C'étaient 2 types qui travaillaient pour un concurrent du père de Gérard. L'affaire était bien plus grave que ce que 2 gamins effrayés pouvaient imaginer. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à nous lancer. Maintenant, continuons. Françoise sentit ses mains devenir glacées. Son fils et Laurent avaient été témoins d'un crime, peut-être lié à une rivalité commerciale qui avait mal tourné. Et vous avez fui. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Si on était revenus, on serait passé à la casserole. Le père de Gérard avait des relations partout, des juges, des commissaires, des politiques. On ne pouvait se tourner vers personne. Mais 30 ans, Laurent? Vous avez disparu pendant 30 ans. Au début, on pensait que ce serait temporaire. Quelques mois, peut-être 1 an. Mais ensuite, le père de Gérard a pris de l'ampleur, l'entreprise est devenue un empire. Gérard a repris les affaires et Laurent marqua une pause. Ce qu'il faisait dans l'entrepôt est devenu l'activité non officielle de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Françoise comprenait. Son fils avait assisté au début de quelque chose de bien plus vaste et dangereux que des crimes passionnels. Où êtes-vous allé? Comment avez-vous survécu? On est d'abord parti dans le sud, Provence, Bretagne. On changeait de ville chaque année. On travaillait dans des garages, des fermes, tout ce qui ne demandait pas de papiers. Philippe. Laurent sourit pour la première fois. Philippe est devenu un mécanicien hors pair. Il avait toujours été habile de ses mains. Et pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Une lettre, un coup de fil, n'importe quoi. On a essayé, Madame Françoise. Je vous jure qu'on a essayé. Mais chaque fois qu'on s'en approchait, il se passait quelque chose. Une fois, Philippe a appelé d'une cabine à Marseille. Le lendemain, 2 types sont venus poser des questions à la pension où on logeait. On a dû fuir à nouveau. Ils savaient que vous étiez en vie. Ils le savaient, et ils nous cherchaient. Pendant des années. Ils n'ont arrêté que quand... Laurent hésita. Quand quoi? Quand ils ont cru que nous étions morts. Il y a eu un accident de bus en 2003 dans le Massif central. 20 morts, des corps carbonisés. 2 des victimes n'ont jamais été identifiées. À l'époque, Philippe et moi travaillions dans une ferme près de là. Quand nous avons appris l'accident, vous avez laissé croire que c'était vous. C'était l'opportunité que nous attendions. Nous avons cessé de fuir, créé de nouvelles identités. Philippe est devenu Alain Dubois, mécanicien. Je suis devenu Laurent Lambert. Lambert? Françoise remarqua l'inversion. Philippe a choisi. Il a dit qu'il garderait ainsi toujours un morceau de vous avec lui. Françoise ne put retenir ses larmes. 30 ans. 30 ans que son fils vivait sous un faux nom, portant son nom de famille comme seul souvenir de la maison. Où est-il maintenant, Laurent? Je t'en prie. Laurent la regarda longuement. À Vichy, il a un petit atelier discret. Il s'est marié, Madame Françoise. Il a 2 enfants, un garçon de 15 ans et une fille de 12. J'ai des petits-enfants, murmura Françoise, les larmes coulant librement maintenant. Oui, Alain comme le père adoptif et Françoise comme la grand-mère qu'il pensait ne jamais connaître. Françoise sanglota. Son petit-fils s'appelait Alain, mais sa petite-fille portait son prénom. Je dois le voir, Laurent. Je dois voir mon fils. Je sais. Et il a besoin de vous voir aussi. Mais Madame Françoise, il y a une chose que vous devez savoir. Quoi d'autre? Gérard Lefebvre est mort l'année dernière. Crise cardiaque, selon les journaux. Mais il y a des rumeurs comme quoi c'était un règlement de compte. Son fils, Gérard fils, a tout repris. Et il est pire que son père. Mais si Gérard est mort, les secrets, eux, non, Madame Françoise. Et pire, Junior nettoie la maison. Il élimine tous ceux qui pourraient lier la famille à d'anciens crimes. La semaine dernière, un ancien comptable a été retrouvé mort à Lyon. Suicide, selon les infos. Françoise comprit. Philippe et Laurent étaient des témoins du début de tout, s'ils étaient découverts. Alors que faisons-nous? J'ai un plan, mais je dois savoir si vous êtes prête à tout pour revoir votre fils. N'importe quoi, Laurent, n'importe quoi. Même si cela signifie quitter Orléans, votre maison, vos souvenirs? Françoise n'hésita pas. J'ai passé 30 ans dans cette maison à attendre que Philippe revienne. S'il ne peut pas venir à moi, j'irai à lui. Laurent hocha la tête, semblant soulagé. Je vais tout préparer. Je dois d'abord parler à Philippe, le préparer.
Son cœur n'est pas en très bon état, Madame Françoise. Le stress de toutes ces années a fait son effet. Qu'a-t-il? Hypertension, arythmie. Les médecins disent qu'il a le cœur d'un homme de 70 ans, pas de 50. La vie dans la clandestinité nous vieillit. Françoise regarda Laurent à nouveau. Maintenant qu'elle y prêtait attention, elle voyait les signes. Les rides profondes, les cheveux blancs prématurés, la fatigue dans les yeux. Ils avaient vieilli de 20 ans en 30. Quand puis-je le voir? Donnez-moi une semaine. Je dois tout organiser, m'assurer que c'est sûr. Pouvez-vous vous absenter un moment? Je peux dire que je vais rendre visite à ma sœur à Paris. Restez là-bas quelques jours. Parfait. Mais Madame Françoise, il faut que vous compreniez. Quand vous verrez Philippe, il ne peut y avoir de scandale. Pour tous, il est Alain Dubois. Sa femme connaît la vérité, mais pas les enfants. Pour eux, leurs grands-parents paternels sont morts avant leur naissance. Je comprends. Et encore une chose, Laurent hésita. Philippe a changé, ce n'est plus le jeune homme de 20 ans que vous avez connu. La vie a été dure avec lui. Avec moi aussi. Mais Philippe porte une culpabilité que je n'ai jamais pu lui enlever. Culpabilité de quoi? De vous avoir quitté. Toutes les nuits pendant 30 ans, il s'en est voulu. Il disait qu'il aurait préféré mourir plutôt que de vous faire souffrir. Mais il n'avait pas le choix. Essayez d'expliquer ça à un fils qui aime sa mère, Madame Françoise. La logique ne fonctionne pas quand le cœur est impliqué. Ils parlèrent encore un peu, réglant les détails. Laurent lui donna un téléphone prépayé pour les contacts et des instructions précises. Pas d'appel depuis le téléphone fixe. Pas de commentaires à qui que ce soit. Rien qui puisse éveiller les soupçons. Quand Françoise rentra chez elle, elle se sentait comme dans un rêve. Ou un cauchemar. Elle ne savait plus. Son fils était vivant, avait une famille, mais vivait caché pour avoir témoigné des crimes d'une famille puissante. Cette nuit-là, elle emballa quelques vêtements et des effets personnels. Elle prit l'album photo de Philippe, quelques-uns de ses dessins, de petits souvenirs. Si elle allait commencer une nouvelle vie pour être près de son fils, elle emporterait un peu de l'ancienne avec elle. Le lendemain, elle appela Claire. « Cla, je pensais venir passer un peu de temps avec toi. Je me sens un peu seule. Bien sûr, ma sœur, viens quand tu veux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. » C'était un mensonge et Françoise détestait mentir à sa sœur, mais c'était nécessaire, pour l'instant. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'anxiété. Françoise vendit quelques affaires, organisa ses documents, prépara discrètement son départ. À chaque instant, elle s'attendait à ce que le téléphone sonne avec des nouvelles de Laurent. Enfin, le jeudi, le téléphone prépayé sonna. « Madame Françoise, tout est arrangé. Vous pouvez venir à Paris demain? »« Je peux. Et ensuite? »« Je viens vous chercher samedi matin. Nous irons en voiture jusqu'à Vichy. » Philippe est impatient et effrayé. Moi aussi. C'est normal. 30 ans, c'est long. Mais tout ira bien, vous verrez. Françoise ne dormit pas cette nuit-là. Le lendemain, elle conduisit jusqu'à Paris avec le cœur battant. Claire l'accueillit avec sa tendresse habituelle, sans soupçonner quoi que ce. « Sois chez moi, tu es bizarre, Françoise. Tu es sûre que tout va bien? » « C'est juste l'âge, Cla. On vieillit, on devient sentimental. » Claire ne sembla pas convaincue, mais n'insista pas. Samedi matin, Françoise dit qu'elle allait au centre commercial. À la place, elle retrouva Laurent dans une station-service à la sortie de la ville. Il était avec un camion différent, immatriculé à Lyon. « Précaution, expliqua-t-il. On ne sait jamais qui observe. » Le trajet jusqu'à Vichy prit 3 heures. Laurent conduisait en silence, vérifiant parfois les rétroviseurs. Françoise serrait son sac sur ses genoux, où elle gardait les photos de Philippe jeune. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, quand elle ne supporta plus le silence. « Nerveux. Hier soir, il a eu une crise d'hypertension. Sa femme, Sylvie, a failli l'emmener à l'hôpital. Il lui a parlé de moi ? Il lui a tout raconté quand ils se sont mariés. Sylvie est une bonne femme, Madame Françoise. Elle s'est occupée de lui quand personne ne pouvait le faire. Vous l'aimerez. » Quand ils entrèrent dans Vichy, Françoise sentit son estomac se nouer. Dans quelques minutes, elle verrait son fils. Après 30 ans, Laurent prit une rue résidentielle calme, avec des maisons simples mais bien entretenues. Il s'arrêta devant une maison bleue avec un petit jardin devant. « Nous y voilà », dit-il simplement. Françoise regarda la maison. Ordinaire, discrète, rien qui attire l'attention. La maison parfaite pour qui veut passer inaperçu. « Il est là ?»« Oui.
Il vous attend. Françoise respira profondément. 30 ans aboutissaient à ce moment. Elle sortit de la voiture, les jambes tremblantes. Laurent la guida jusqu'à la porte, sonna selon un code précis. 2 sonneries longues, 3 courtes. Un code, comprit Françoise. Même après tant d'années, les précautions. La porte s'ouvrit. Une femme brune d'une 40aine d'années apparut. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré récemment. « Madame Françoise ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Je suis Sylvie. Soyez la bienvenue. » Françoise entra dans la maison, le cœur battant. Le salon était simple, chaleureux. Au mur, des photos de famille. Un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement, 2 enfants souriants. Et puis elle le vit. Debout dans l'encadrement de la cuisine, un homme d'une 50aine d'années la regardait. Les cheveux grisonnants, le visage marqué par le temps, le corps plus massif. Mais les yeux étaient les mêmes. Les yeux de son Philippe. « Maman ?» Sa voix était rauque, étranglée. Françoise ne put répondre. Les larmes vinrent avant les mots. 30 ans de manque explosèrent à cet instant. Philippe traversa la pièce en 2 pas et la serra dans ses bras. Mère et fils, enfin réunis, pleurèrent dans les bras l'un de l'autre, tandis que le monde extérieur cessait d'exister. « Pardonne-moi, maman », sanglotait Philippe. « Pardonne-moi d'avoir disparu, de t'avoir fait souffrir. » Il nie. « Rien à pardonner, mon fils. Tu es vivant, tu es là. C'est tout ce qui compte. » Ils restèrent enlacés de longues minutes. Sylvie et Laurent observaient depuis la porte, émus. Quand ils se séparèrent enfin, Philippe la guida vers le canapé. « Laisse-moi te regarder, dit-il en lui tenant les mains. Tu es belle, maman. Le temps a été clément. »« Avec toi aussi, » mentit tendrement Françoise. Le temps n'avait pas été clément avec Philippe, elle le voyait bien. Mais il était vivant et c'était l'essentiel. « Maman, voici Sylvie, ma femme, » présenta Philippe formellement. Et eux, il montra un cadre photo, sont Alain et Françoise, tes petits-enfants. « Françoise, » sa voix trembla, « tu as appelé ta fille Françoise. C'était la seule façon de t'avoir près de moi, » répondit Philippe, les larmes revenant. « Chaque fois que j'appelle ma fille, c'est comme si je t'appelais. » Ils passèrent l'après-midi à discuter. Philippe raconta les années de fuite, les emplois précaires, la peur constante. Comment il avait rencontré Sylvie dans une église en Provence, comment elle l'avait aidé à reconstruire une vie. Qu'elle savait que je cachais des secrets, expliqua-t-il. Mais elle m'a accepté malgré tout. Quand j'ai tout révélé, elle n'a pas fui. Elle est restée. Sylvie sourit, serrant la main de son mari. « À quoi sert l'amour, sinon dans les moments difficiles ?» dit-elle simplement. Françoise apprit tout sur ses petits-enfants. Alain, 15 ans, voulait devenir ingénieur. Françoise, 12 ans, passionnée de dessin comme son grand-père. « Elle a ton talent », remarqua Françoise, se souvenant des croquis de Philippe. « C'est vrai. Parfois, la ressemblance me frappe, comme si le talent sautait une génération. » Vers 4 heures, la porte d'entrée s'ouvrit et 2 enfants entrèrent en courant. Ils s'arrêtèrent net en voyant la visite. « Papa ?» demanda Alain curieux. « Venez ici » appela Philippe. « Je veux vous présenter une personne très spéciale. C'est une vieille amie de la famille, » compléta Françoise, comprenant. « Enchantée. » La petite Françoise s'approcha timidement. Elle avait les mêmes yeux que son père, que son grand-père, la même curiosité que Philippe enfant. « Vous connaissiez mon père quand il était petit ?»« Oui, c'était un garçon très spécial. »« Il l'est toujours, » déclara fièrement la fillette, faisant rire tout le monde. Le dîner fut un mélange de joie et de tension. Françoise voulait tout savoir de la vie de ses petits-enfants, mais se retenait pour ne pas paraître intrusive. Philippe l'observait sans cesse, comme s'il craignait qu'elle ne s'évanouisse. Quand les enfants partirent faire leurs devoirs, les adultes retournèrent au salon. L'atmosphère devint plus grave. « Et maintenant ?» demanda Françoise. « Comment fait-on pour que ça marche ?»« Je pensais, » commença Laurent. « Vous pourriez déménager ici, trouver une maison à proximité, devenir la voisine sympathique devenue amie de la famille. Et Orléans, ma maison, vous pourriez la vendre, suggéra Philippe. Ou la louer. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais ce n'est pas trop, l'interrompit Françoise. J'ai passé 30 ans dans cette maison à attendre ton retour. Si tu ne peux pas venir, c'est moi qui viendrai. Tu es sûre, et tante Cla? Elle comprendra, avec le temps, quand on pourra lui dire la vérité. Ça pourrait ne jamais arriver, maman.
Tant que les Lefebvre auront du pouvoir, qu'importe, dit fermement Françoise. Je préfère te voir sous un faux nom que ne pas te voir. Du tout. Ils réglèrent les détails. Françoise retournerait à Orléans, rangerait ses affaires, vendrait la maison. Laurent l'aiderait à trouver quelque chose à Vichy, discrètement. Ça prendra quelques mois, avertit Laurent. Il faut que ça paraisse naturel, sans précipitation. Tout mouvement brusque pourrait attirer l'attention. Quand vint l'heure du départ, l'adieu fut douloureux. Philippe la serra dans ses bras comme si c'était la dernière fois. « Promets-moi que tu reviendras ?» demanda-t-il, semblant retrouver ses 20 ans. « Je te le promets. Maintenant que je t'ai retrouvé, plus rien ne nous séparera. » Sur le chemin du retour, Laurent était plus détendu. « Tout s'est bien passé, » commenta-t-il, « mieux que je ne l'espérais. »« Philippe semble fragile, » observa Françoise. « Il est fort, Madame Françoise. Il a survécu à 30 ans d'exil. Mais vous revoir l'a bouleversé. Toutes les émotions qu'il avait enfouies sont remontées d'un coup. Et vous, Laurent, vous n'avez pas de famille ?» Laurent resta silencieux un instant. « J'en ai eu. Je me suis marié une fois, là-bas en Normandie. Ça a duré 3 ans. Elle n'a pas supporté la vie de secret, de déménagement constant. Elle m'a laissé une lettre disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas vivre avec un fantôme. Je suis désolé. C'était mieux ainsi. Philippe a eu de la chance avec Sylvie. Moi, j'ai appris à vivre seul. Ma famille, c'est Philippe et la sienne. Cela me suffit. » Françoise rentra à Paris, le cœur partagé. Joie d'avoir retrouvé son fils, tristesse de devoir le quitter à nouveau, angoisse pour les prochaines étapes. Claire remarqua immédiatement le changement. « Françoise, que se passe-t-il? Tu es partie triste et tu reviens différente. »« J'ai pris une décision, Claire, je déménage. » « Déménager? Pour où? » ?»« Vichy. J'y ai rencontré des gens, je m'y suis senti bien. Orléans a trop de souvenirs. » Claire ne semblait pas convaincue, mais elle soutint la décision de sa sœur. De retour à Orléans, Françoise commença les préparatifs. Elle mit la maison en vente, tria ce qu'elle emporterait et ce qu'elle donnerait. Chaque objet avait une mémoire, mais désormais, ses souvenirs ne faisaient plus autant mal. Philippe était vivant. Le reste n'était que détail. 2 semaines plus tard, le téléphone prépayé sonna. « Madame Françoise, c'est Laurent. Nous avons... sans problème. » Son cœur se glaça. « Que se passe-t-il? Philippe va bien? » « Pour l'instant. Mais hier, 2 hommes sont venus à l'atelier poser des questions. Ils ont dit être d'une compagnie d'assurance, mais Philippe a reconnu leur manière. Ce sont des enquêteurs. Mon Dieu, ils savent. Pas encore. Mais ils reniflent. Quelqu'un a dû vous voir avec moi le jour de la panne. A fait le rapprochement. Que faisons-nous? Pour l'instant, rien. Continuez comme prévu. Mais Madame Françoise, quand vous viendrez ici, il faudra être encore plus prudente. Plus de contact direct avec Philippe pendant un temps. Françoise sentit le désespoir monter. Elle venait de retrouver son fils et pourrait déjà le reperdre. « Laurent, je ne peux pas le perdre à nouveau. Je ne tiendrai pas. Vous ne le perdrez pas. Je vous le promets. Nous avons passé 30 ans à fuir. Nous savons nous protéger. Mais j'ai besoin que vous soyez forte maintenant. » Françoise respira profondément. Elle avait attendu 30 ans. Elle pouvait patienter encore un peu. Les semaines suivantes, elle maintint une routine normale. La maison fut vendue assez rapidement. Un jeune couple séduit par le jardin. Françoise garda les affaires les plus importantes et donna le reste. Le jour du déménagement arriva. Claire vint aider, toujours méfiante. « Tu es sûre de... Toi, Françoise? Tout laisser comme ça? » « Je ne laisse rien, Claire, je recommence. À 70 ans? Mieux vaut tard que jamais. » La maison à Vichy que Laurent avait trouvée était petite mais douillette, à 10 minutes de chez Philippe, dans un quartier tranquille. Parfaite pour une retraitée cherchant la sérénité. Le déménagement se passa bien. Françoise s'installa, fit connaissance avec les voisins, établit une routine. Elle allait au marché, à la foire, à l'église, une dame ordinaire, vivant une retraite ordinaire. Mais chaque mardi et jeudi, par hasard, elle passait devant l'atelier de Philippe. Parfois, il était à la porte et il s'échangeait un signe. D'autres fois, les enfants traînaient après l'école et ils bavardaient un peu. Petit à petit, naturellement, elle devint partie intégrante de leur vie. « Vous êtes très gentille, » dit un jour la petite Françoise. « Vous ressemblez à ma grand-mère. » Françoise retint ses larmes. « C'est très gentil à toi de dire ça, ma chérie. C'est vrai, vous avez les yeux doux comme mon père dit que sa mère avait. » Philippe, qui était à proximité, pâlit.
Mais la petite fille ne remarqua rien d'étrange et continua à bavarder sur l'école. 1 mois passa, puis 2. La vie s'installait dans une nouvelle normalité. Françoise venait dîner chez eux 1 fois par semaine, toujours en tant que la voisine sympathique. Les enfants s'étaient attachés à elle. Sylvie était devenue une amie proche. Mais l'ombre du danger ne disparaissait jamais complètement. Laurent apparaissait de temps en temps avec des nouvelles. Les enquêteurs rôdaient encore, des questions étaient encore posées. La famille Lefebvre n'avait pas abandonné. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Ce fut un dimanche après-midi que tout changea. Françoise était chez Philippe, aidant Sylvie à préparer le déjeuner, quand Alain entra en courant. « Papa, il y a un homme bizarre dehors, il prend des photos de la maison. » Philippe et Laurent, qui étaient en visite, échangèrent un regard. En assentant quelques secondes, l'atmosphère changea. Laurent s'approcha de la fenêtre, jeta un coup d'œil discret. « C'est lui, » dit-il simplement. « Qui » demanda Sylvie, connaissant déjà la réponse. « Un enquêteur des Lefebvre, le même qui est venu à l'atelier le mois dernier. »« Que veut-il » demanda Françoise, la peur évidente dans sa voix. « Une confirmation, » répondit Philippe. « Ah, ils soupçonnent, mais ne sont pas sûrs. Ils ont besoin de preuves. »« Et que faisons-nous » Philippe regarda sa famille réunie dans le salon. Sa mère, qui venait tout juste de se rétablir. Sa femme, qui était à ses côtés depuis 15 ans. Ses enfants, innocents de tout. « Nous fuyons, dit-il finalement. Encore une fois. »« Non, s'écria presque Françoise. Vous ne pouvez pas fuir à nouveau. Pas maintenant. Maman, nous n'avons pas le choix. »« Il y a toujours un choix, intervint Sylvie. »« Philippe, je suis fatigué de fuir. Les enfants grandissent, ils ont des amis, l'école. Nous ne pouvons pas les arracher d'ici. »« Et que suggères-tu ? Que nous attendions qu'ils viennent nous arrêter. Que nous affrontions, dit soudain Laurent. Tous les regards se tournèrent vers lui. 30 ans, Philippe. 30 ans à fuir. Peut-être est-il temps d'arrêter. Affronter comment? Ils ont du pouvoir, de l'argent, des relations. Et nous avons la vérité, argumenta Laurent. Ce que nous avons vu cette nuit-là, nous ne l'avons jamais raconté à personne. Mais nous pouvons le faire maintenant. À qui? Qui croira 2 mécaniciens contre un empire? Je sais qui, dit soudain Françoise. Tous la regardèrent. Valérie Dubois. Qui? Demanda Philippe. Une journaliste d'investigation. Elle a remporté des prix pour avoir dévoilé des affaires de corruption. Elle a donné une conférence à Orléans l'année dernière. Elle cherche exactement ce genre d'histoire. C'est risqué, réfléchit Laurent. Plus risqué que de vivre en fuite, questionna Sylvie. Au moins, nous avons une chance d'en finir une fois pour toutes. Philippe passa ses mains sur son visage. Le poids de la décision évident. Et si ça échoue, s'ils viennent après ma famille? Ils sont déjà là, fit remarquer Françoise. La question est, allons-nous fuir éternellement ou nous battre maintenant? Le silence s'étira. Dehors, l'enquêteur continuait d'observer. Les enfants, sentant la tension sans comprendre, se rapprochèrent de leurs parents. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda la petite Claire. Philippe regarda sa fille, puis son fils. 2 enfants innocents, qui n'avaient pas demandé à naître dans une vie de secret. Il regarda Sylvie, la femme qui était restée à ses côtés malgré tout, puis Laurent, l'ami qui avait sacrifié sa propre vie pour le protéger, et enfin, sa mère qui avait attendu 30 ans. « Nous allons nous battre, dit-il finalement. Assez de fuir. » Laurent hocha la tête, un sourire fatigué aux lèvres. « Il était temps. Je vais prendre contact avec la journaliste. » Discrètement. « Et les enfants ?» demanda Sylvie. « Ils iront chez ma sœur pendant quelques jours, » décida Philippe. « Jusqu'à ce que nous réglions ça. »« Mais, papa, » commença Alain à protester. « Pas de discussion. C'est pour votre sécurité. » Les jours suivants, tout alla très vite. Laurent réussit à contacter Valérie Dubois par des intermédiaires. La journaliste, flairant une grande histoire, accepta de les rencontrer. La rencontre eut lieu dans un hôtel à Paris. Valérie était une femme d'une 40aine d'années, aux yeux perçants de celle qui cherche toujours la vérité derrière les apparences. « 30 ans, c'est long pour garder un secret », commenta-t-elle. Après avoir entendu l'histoire, « Pourquoi parler maintenant ?»« Parce que nous sommes fatigués, » répondit Philippe, « et parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Gérard fils est en train de nettoyer le passé de son père en éliminant les témoins.
Vous avez des preuves, à part votre témoignage? Nous avons ceci, dit Laurent en sortant une vieille enveloppe. Je l'ai gardée toutes ces années. Ce sont des photos de l'entrepôt prises avec un appareil jetable que Philippe avait ce jour-là. Elles ne montrent pas le crime, mais on y voit les voitures, les gens qui entrent. Valérie examina les photos. Anciennes, décolorées, mais encore visibles. Ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut plus. Des documents, d'autres témoignages. Quoi que ce soit qui lie les Lefebvre au crime. Il y a une personne, dit Philippe avec hésitation. Docteur Fournier, l'ancien avocat de la famille. Il a pris sa retraite peu après cette nuit-là. Il vit maintenant dans une maison de retraite. J'ai toujours soupçonné qu'il savait quelque chose. Je vais enquêter, promit Valérie. Mais comprenez une chose, quand cette histoire sortira, il n'y aura pas de retour en arrière. Les Lefebvre réagiront, vous devez être prêts. Nous sommes prêts depuis 30 ans, déclara Laurent. Les semaines suivantes, Valérie travailla discrètement. Elle découvrit que le docteur Fournier, maintenant âgé de 85 ans, était bien dans une maison de retraite. Plus important, il était prêt à parler. Un poids sur la conscience, dit le vieil avocat. Lorsque Valérie lui rendit visite, j'ai aidé à couvrir beaucoup de choses, croyant que c'était juste des affaires. Mais cette nuit-là, c'était trop. Il confirma que Gérard Lefebvre père avait ordonné la torture et l'élimination ultérieure de 2 hommes d'affaires rivaux, que l'incendie de l'entrepôt avait servi à détruire les preuves, et que 2 jeunes hommes avaient tout vu. Lefebvre a passé des années à les chercher, révéla l'avocat. Il a dépensé des fortunes en enquêteur. Il en était obsédé. Il disait que tant qu'il serait en vie, il représenterait une menace. Avec le témoignage de l'avocat et les photos, Valérie avait une histoire. Mais avant de publier, elle voulut assurer la sécurité de Philippe et Laurent. « Je vais parler au parquet fédéral », dit-elle. « C'est une affaire criminelle fédérale, une organisation criminelle. Si nous obtenons une protection, c'est alors que les choses s'accélérèrent. Quelqu'un au parquet fuita l'information. En quelques heures, les Lefebvre surent que Philippe et Laurent étaient vivants et sur le point de parler. Le téléphone de Françoise sonna à 3 heures du matin. C'était Sylvie, paniquée. « Madame Françoise, ils ont emmené Philippe. » Françoise sentit le monde tourner. « Comment ça, emmener ? Des hommes sont entrés ici. Ils ont dit que c'était une affaire de famille, qu'ils allaient discuter et tout régler. Philippe est parti pour nous protéger. Laurent a essayé de l'en empêcher. Il a été frappé. Il est à l'hôpital. » Françoise s'habilla à la hâte et courut à l'hôpital. Laurent était conscient, mais blessé. Côte cassée, visage tuméfié. « Ils l'ont emmené, Madame Françoise, dit-il avec difficulté. Je n'ai pas pu l'empêcher. Ou, il faut appeler quelqu'un. Nous l'avons déjà fait. Valérie a alerté la police fédérale, mais ils doivent savoir où ils ont emmené Philippe. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Françoise. La nouvelle se répandit rapidement. La police fédérale monta une opération. Valérie, voyant l'urgence, publia immédiatement l'histoire en ligne. Empire du crime. Comment la famille Lefebvre a bâti sa fortune sur le sang et la peur. L'article fit l'effet d'une bombe. En quelques heures, il était sur tous les sites d'actualité. Le témoignage du docteur Fournier, les photos, l'histoire de 2 jeunes hommes qui avaient vécu 30 ans en exil pour avoir témoigné de crimes. La pression publique fut immédiate. Gérard Fils tenta de démentir, mais d'autres témoins commencèrent à se manifester. D'anciens employés, des hommes d'affaires extorqués, des familles de disparus. C'est alors que le téléphone de Laurent sonna. Numéro inconnu. « Nous voulons faire un accord, » dit la voix. « Votre ami contre votre silence. » « Trop tard, » répondit Laurent. « L'histoire est déjà publique. Toute la France est au courant. Alors ton ami en paiera le prix. S'il lui arrive quelque chose, vous êtes fini. Vous feriez mieux de libérer Philippe maintenant et de négocier avec la justice. » Un silence s'ensuivit à l'autre bout du fil. Laurent pouvait presque entendre les calculs en cours. Avec l'opinion publique en émoi et la police fédérale sur leur dos, blesser Philippe serait un suicide. 6 heures plus tard, Philippe fut retrouvé dans un entrepôt abandonné aux abords de Vichy. Effrayé, déshydraté, mais vivant. Ses gardes s'étaient enfuis en sentant le piège se refermer. Les retrouvailles à l'hôpital furent émouvantes. Françoise serra son fils dans ses bras. Sylvie pleura de soulagement. Les enfants, ramenés en hâte de chez leur tante, se blottirent contre leur père. « C'est fini », murmura Philippe, encore sous le choc. « Après 30 ans, c'est enfin terminé.
Mais ce n'était pas tout à fait vrai, pas complètement. Gérard Fils fut arrêté 2 semaines plus tard, accusé d'association de malfaiteurs, séquestration et entrave à la justice. L'enquête révéla des décennies de crimes, remontant à l'époque de son père. Philippe et Laurent durent témoigner. Des jours difficiles, à revivre d'anciens traumatismes. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Ils avaient leur famille, du soutien et la vérité de leur côté. Le procès dura des mois. À chaque audience, de nouvelles révélations salissaient davantage l'Empire Lefebvre. Entreprises saisies, comptes bloqués, complices emprisonnés. Pendant ce temps, Françoise s'installa définitivement chez Philippe. Plus besoin de prétendre. Les enfants découvrirent qu'elle était leur vraie grand-mère, pas simplement la gentille voisine. « Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit avant ?» demanda la petite Françoise. « Parce qu'on voulait vous protéger », expliqua Philippe. Parfois, les adultes gardent des secrets pour protéger ceux qu'ils aiment. Mais les secrets font mal, observa la fillette avec une sagesse au-delà de son âge. C'est vrai, reconnut Françoise. C'est pourquoi nous n'en avons plus maintenant. L'adaptation ne fut pas simple. Alain et la jeune Françoise durent accepter que leur père avait un autre nom, une autre vie, qu'ils avaient vécu dans un mensonge, même pour leur protection. Ce fut Sylvie qui maintint la famille unie durant cette tempête. « L'important, c'est que nous soyons ensemble, » répétait-elle. « Le passé est passé. Maintenant, nous construisons l'avenir. » Laurent, remis de ses blessures, choisit de rester à Vichy lui aussi. Après 30 ans comme frère de cœur de Philippe, il faisait partie de la famille. « Je vais ouvrir mon propre garage, » annonça-t-il. « J'ai assez fui. Il est temps de prendre racine. » La procédure judiciaire traîna pendant 2 ans. Gérard Fils écopa de 25 ans de prison. D'autres membres de l'organisation furent également condamnés. Le docteur Fournier, vu son âge et sa coopération, obtint un placement sous surveillance électronique. Philippe et Laurent furent blanchis de tout crime. Officiellement, ils existaient à nouveau. Ils purent récupérer leur vrai nom, leurs papiers, leur histoire. Par un dimanche ensoleillé, 3 ans après que Françoise eut trouvé Laurent sur la route, toute la famille se réunit pour un barbecue. Philippe au grill, Sylvie dressant la table, les enfants jouant dans le jardin. « Ça en valait la peine, » dit Françoise à Laurent. « Toutes ces souffrances pour en arriver à ce moment. »« 30 ans, c'est long, » approuva Laurent. « Mais au moins, nous sommes là pour raconter l'histoire. » Alain, maintenant âgé de 18, en s'approcha. « Mamie, papa dit que tu as gardé sa chambre toutes ces années. »« Je l'ai fait. C'était ma façon de garder espoir. »« Je peux la voir un jour ? Je veux savoir comment il était avant. » Françoise sourit, les yeux brillants. « Bien, sûr, mon chéri. Nous irons tous, cela fait partie de notre histoire. » La petite Françoise arriva en courant, un dessin à la main. « Mamie, je t'ai fait un dessin. » C'était un aigle, les ailes déployées, survolant des nuages. En dessous, une écriture enfantine disait « Pour voler haut, il faut parfois se poser d'abord. » Philippe regarda le dessin et sourit. « Elle a le don, dit-il simplement. »« Comme son grand-père, répondit Françoise. »« Et comme son arrière-grand-mère aussi, révéla Philippe. »« Tu te souviens des dessins que grand-mère faisait, maman? Tu pensais que je ne savais pas, mais je les ai tous gardés, c'était vrai. Françoise dessinait quand elle était jeune, avant que les responsabilités de la vie adulte ne prennent tout son temps. Philippe avait hérité et transmis ce don. Quand le soleil se coucha et que les enfants furent au lit, les adultes restèrent sur la terrasse. Le silence était désormais confortable, non plus chargé de secrets. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» dit soudain Philippe. « Les années perdues. J'aurais pu voir ma mère vieillir jour après jour, être présent. Au lieu de ça, tu as survécu, » l'interrompit Françoise. « Et tu m'as donné des petits-enfants. Et maintenant, nous avons tout le temps du monde. Vous me pardonnez vraiment, madame, pour toute la souffrance. » « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Tu as fait ce que tu devais faire, et au final, nous sommes ensemble. C'est ce qui compte. » Claire arriva pour le goûter. Après la révélation, elle avait été blessée que Françoise ait menti, mais elle comprit. « 30 ans, dit-elle, encore sous le choc. « Comment as-tu tenu, ma sœur? »« Un jour à la fois, répondit Françoise, et avec de l'espoir, toujours de l'espoir. » Les 2 sœurs partageaient désormais leur temps entre Vichy et Paris. Claire s'était attachée à ses petits-neveux, rattrapant le temps perdu. L'atelier de Philippe prospéra grâce à la publicité autour de l'affaire. Les gens venaient de loin pour rencontrer le mécanicien qui avait vécu 30 ans caché.
Philippe géra sa soudaine célébrité avec humour. « J'ai survécu au Lefebvre », plaisantait-il. « Je peux survivre à quelques clients curieux. » Laurent ouvrit son propre atelier de l'autre côté de la ville. Les deux amis, unis par la tragédie et la loyauté, devinrent aussi des associés informels, se recommandant mutuellement des clients. Un matin, Françoise fut réveillée par le téléphone. C'était Valérie Dubois. « Madame Françoise, j'écris un livre sur cette affaire. J'aimerais avoir votre point de vue. La mère qui a attendu 30 ans. » Françoise réfléchit un instant. « Vous pouvez venir, mais prévoyez du temps. Il y a beaucoup d'années à raconter. » Le livre fut publié 1 an plus tard, L'Aigle retourné au nid, une histoire de crime, d'exil et de rédemption. Il devint un best-seller, mais surtout un document historique sur le pouvoir de l'espoir et de l'amour familial. Le soir du lancement, Françoise observa Philippe signer des exemplaires, mal à l'aise mais déterminé. Sylvie à ses côtés, leurs enfants fiers. Laurent dans un coin, préférant toujours l'ombre mais présent. « Nous y sommes arrivés », murmura Françoise. « Malgré tout, nous y sommes arrivés. » Les blessures du passé guérirent lentement. Philippe faisait encore des cauchemars parfois. Laurent vérifiait toujours portes et fenêtres avec obsession. Françoise se réveillait parfois en croyant que tout cela n'était qu'un rêve. Mais chaque matin, la réalité se rappelait à eux. Philippe passait prendre un café avant le travail. Les petits-enfants arrivaient après l'école. Sylvie apportait un gâteau le dimanche. Laurent venait pour le barbecue mensuel. Une famille. Imparfaite, marquée par le temps et la douleur, mais une famille. Pour le 5e anniversaire des retrouvailles, ils organisèrent une grande fête. Des amis que Philippe et Laurent s'étaient faits pendant l'exil vinrent de toute la France. Témoins de leur double vie, ils célébraient désormais leur liberté. « Vous êtes une inspiration », dit Jean, un fermier de Provence qui les avait employés des années sans poser de questions. « Vous montrez qu'il vaut toujours la peine de faire ce qui est juste, même quand cela coûte cher. » Françoise prononça un discours émouvant. « On dit que le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas vrai. Certaines deviennent des cicatrices que nous portons à jamais. Mais j'ai appris que les cicatrices sont aussi la preuve de la survie, que nous avons traversé le pire et sommes toujours là. Philippe et Laurent portent les cicatrices de 30 ans d'exil. Je porte celles de 30 ans d'attente. Mais nous sommes là, ensemble, et c'est ce qui compte. » Philippe serra sa mère dans ses bras, les larmes coulant librement. Plus besoin de cacher ses émotions, de feindre la force. La vraie force, il l'avait apprise, était dans la vulnérabilité partagée avec ceux qu'on aime. Alain, maintenant à la faculté d'ingénierie, apportait un toast. À mon père qui m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste malgré la peur. À Laurent, qui a prouvé que la vraie amitié ignore le temps et la distance. Et à ma grand-mère qui a montré que l'espoir n'est pas une attente passive, c'est continuer à vivre en attendant. La petite Françoise, maintenant adolescente, et encore plus semblable à son père et à sa grand-mère, a montré une peinture qu'elle avait faite. C'était toute la famille réunie, mais en arrière-plan subtil, la silhouette d'un aigle en « Vol face pour se souvenir d'où nous venons », a-t-elle expliqué, et où nous allons. Laurent, habituellement silencieux en réunion, s'est levé. J'ai passé 30 ans à croire que j'avais tout perdu. Famille, identité, avenir. Mais en regardant autour de moi maintenant, je vois que j'ai gagné bien plus. J'ai gagné une famille choisie. Philippe n'est pas seulement mon ami, c'est mon frère. Madame Françoise n'est pas seulement sa mère, c'est aussi la mienne. Sylvie, Alain, Françoise, vous êtes la famille que j'ai choisie et qui m'a choisi. Merci de ne pas avoir abandonné. La fête a continué tard dans la nuit. Des histoires ont été racontées et re-racontées. Certaines douloureuses, d'autres drôles. Le récit de 2 vies vécues dans l'ombre, maintenant célébrées à la lumière. Quand tout le monde est parti et que la maison est devenue silencieuse, Françoise s'est assise sur la terrasse avec Philippe et Sylvie. « Vous savez ce que j'ai appris de tout ça ?» a dit Françoise. « Que l'amour est plus fort que la peur, que la vérité, même si elle tarde, finit toujours par apparaître, et que la famille est plus que le sang. C'est un choix, c'est de la persévérance, c'est du pardon. Vous m'avez appris ça, » a répondu Philippe, en attendant toutes ces années, sans jamais abandonner. « Je ne pouvais pas abandonner, » a simplement dit Françoise. « Une mère n'abandonne pas son fils, et un fils n'abandonne pas sa mère, » a complété Philippe. « Même quand il semble l'avoir fait, chaque jour loin de vous, je pensais à vous. Chaque décision difficile,
Je me demandais ce que vous feriez. Vous étiez avec moi, même sans être là. Sylvie a serré leurs mains. Et maintenant, nous sommes tous ensemble. Pour toujours. Pour toujours, a approuvé Françoise. Les étoiles brillaient sur Vichy. Quelque part dans la ville, Laurent était probablement dans son atelier à travailler sur une vieille voiture, trouvant la paix dans le travail manuel. Les petits-enfants dormaient paisiblement, sans plus de secrets à découvrir. Françoise a fermé les yeux, sentant la brise nocturne. 30 ans d'attente, 3 ans de reconstruction. Ça valait chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de désespoir. Parce qu'à la fin, l'amour a gagné, comme il gagne toujours, quand on refuse d'abandonner. Le tatouage de l'aigle, qui a commencé toute l'histoire, était maintenant un symbole non de fuite, mais de liberté. De 2 vies qui ont volé loin mais ont trouvé le chemin du retour au nid. Et dans ce nid, une famille reconstruite prouvait chaque jour qu'il n'y a pas de distance, que l'amour ne puisse traverser, pas de temps que l'amour ne puisse attendre, pas de secret que l'amour ne puisse pardonner. Fin de l'histoire. Et vous, chère auditrice, avez-vous déjà vécu une séparation douloureuse? Laissez dans les commentaires votre histoire de retrouvailles et de dépassement. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.